va terminer avec Enfer s'écria la Duchesse de Michael Arlen, qui paraît donc dans 15 jours et qui est là en exclusivité mondiale ce soir, que vous pourrez emporter chez vous. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots? Oui, je peux. Michael Arlen, c'est un texte qui nous a été proposé par Anne-Sylvie Omassel, la traductrice du texte, qui connaît bien notre catalogue et notre état d'esprit. Et je pense que, enfin, ça c'est une chose dont on n'a pas parlé, mais l'édition, diriger une petite maison d'édition, s'occuper de rechercher des textes, etc., ça a beaucoup à voir avec les rencontres aussi. Les rencontres, alors on en a fait beaucoup depuis qu'on a créé la maison d'édition, on a rencontré des gens, je parle que des gens formidables évidemment, que ce soit des éditeurs, des traducteurs, des libraires, etc., des auteurs évidemment. Il y a une communauté d'esprit à un moment ou un autre qui commence à se former, et là je pense que, notamment avec Anne-Sylvie, il y a eu cette rencontre autour du catalogue et autour de nos goûts communs. Et quand elle nous a proposé ce texte de Michael Arlen, Enfer s'écria la Duchesse, on s'est dit tout de suite, allons-y, voilà, il n'y a pas de problème, ça m'a l'air très intéressant. Et Michael Arlen, en fait, c'est un auteur anglais d'adoption, on va dire, arménien de Bulgarie, qui a quitté la Bulgarie avec sa famille à la fin du 19e, qui arrive en Angleterre. Il est au début de sa vie, il essaye de percer un petit peu, il n'y arrive pas trop. Il a toujours eu le souci de l'écriture, journaliste, écrivain, et puis au bout d'un moment, il commence à percer. Et c'est un auteur qui, dans les années 20 et 30, a eu des succès, mais alors assez incroyables. Enfin, il a été sur le devant de la scène médiatique, il a vendu des centaines de milliers d'exemplaires, que ce soit en Angleterre ou aux États-Unis. Il a fait partie de ces auteurs qui écrivaient beaucoup sur la génération perdue, notamment dans les années 20. Et puis, il a travaillé pour Hollywood, pour le cinéma américain. Il a écrit des scénarios, notamment pour la série d'Alfred Hitchcock, Alfred Hitchcock présente. Et puis, il est mort dans les années 50, et là, il disparaît complètement, en fait. C'est vraiment très étonnant, alors que grâce à ses livres, il est devenu assez riche. Et il a pu vivre de sa plume sans aucun problème. Un dandy, comme on n'en voit quasiment que dans les films. Et donc il est tombé totalement dans l'oubli, je pense même en Angleterre. Et voilà, ce texte-là, Enfer s'écria la Duchesse, c'est un texte qui est inédit en français, qui n'a jamais été publié, qui pour la première fois arrive ici. C'est un texte extrêmement caustique, extrêmement ironique. Et tu parlais de dandy, on a une écriture de dandy qui se moque de tout, qui se moque de lui-même, tout le monde et de lui-même, et de la société anglaise de manière assez forte. Des Français, des Anglais, des communistes, des fascistes. Voilà, de tout le monde. Tout le monde est en prend pour son grade. Alors, le passage que j'ai choisi, c'est justement un passage sur... Alors, pour faire rapide, Enfer s'écria la Duchesse, une série de meurtres atroces est commis dans les rues de Londres, et rapidement, on soupçonne une aristocrate d'avoir fait le coup. On l'appelle Jane l'éventreuse dans les journaux, donc ça commence à monter en pression, et puis jusqu'au moment où éclate le truc, on se rend compte que la police cacherait peut-être la vérité au brave peuple anglais, parce qu'on ne va pas non plus faire aller en tôle des nobles. Surtout, c'est que les meurtres sont... les gens qui sont tués, ce sont des beaux jeunes hommes de la classe ouvrière. Donc ça pose quand même un gros problème. Et donc le chapitre 11 dresse un panorama d'émeutes qui sont liées au crime. Parce qu'en fait, on a retrouvé une tête dans un carton à chapeau, dans un parc, et on ne sait pas si la tête est une tête en cire ou si c'est une tête humaine. Dans la glorieuse chronique de l'Angleterre, les émeutes de juin qui se déroulèrent à Londres marqueront à jamais cette année-là du sceau de l'infamie. Pour notre civilisation éclairée jusqu'ici bâtie sur le système du crédit, ce qui signifie que le riche n'est redevable qu'à Dieu et le pauvre à Dieu sait qui, les émeutes furent un choc et une révélation. Tous purent prendre la mesure des passions corrompues qui naissent de l'excès d'éducation. 2 commissions d'enquête travaillent encore à ce jour sur les causes, les aspects et les résolutions des troubles. Leurs résultats seront sans aucun doute des plus fiables, mais il semble que leur tâche ne soit pas des plus aisées. Il est sérieux, le dilemme d'une commission qui doit allier sévérité et sagesse et adoucir la justice d'une dose de compromis. Situation familière dans laquelle, quoi qu'on fasse, on se trompe.
Ces splendides commissions ont cependant déjà publié quelques conclusions. Par exemple, elles ont fait le reproche à Lord Buck of Barstow, cible toujours facile, d'avoir laissé ces journaux publier durant les émeutes des déclarations de nature à exciter et à tromper les éléments de la populace qui ont le plus de mal à penser par eux-mêmes. Les vicomtes Astor et Rothermere, les barons Beef Brooks et Camrose et leur fils aîné, bien entendu, ont en revanche été loués pour leur attitude saine et responsable. N'ont-ils pas félicité les émeutiers de leur retenue, mais aussi les représentants des forces de l'ordre et les fascistes, enfin tous ceux qui ont participé à ces incidents, hormis naturellement une poignée d'agitateurs étrangers auxquels ces patrons de presse ont, comme il se doit, fait porter le chapeau. Lord Beaverbrook, ajoutant même cette précision, « De telles choses ne se produiraient certainement pas en Angleterre si nous n'achetions pas tant de bœuf argentin et si nous continuions à fabriquer notre propre beurre. » La commission a, de même, loué la conduite des lycéens d'Eton, ce qui ne surprendra personne. Ces courageux jeunes gens n'avaient pas sitôt appris qu'une révolution menaçait la capitale qu'ils entreprirent de marcher sur Londres. S'ils ne s'étaient pas présentés comme une délégation de chômeurs, ce qui est tout à fait exact, ils auraient dû être stoppés par les forces de l'ordre qu'ils avaient surprises. Les étudiants n'étaient pas armés, à l'exception de quelques instruments contondants collectés au cours de leur progression. Remontant à Knightsbridge, ils attaquèrent les émeutiers avec une grande efficacité à Hyde Park Corner sous le regard d'un duc de Wellington en fer qui, s'autorisant à mépriser les exigences de la géographie belge, avait déclaré que Waterloo fut conquise aux portes de Windsor. La commission d'enquête rapportait avec admiration cette péripétie de la bataille de Hyde Park Corner. Dans la fureur de la mêlée, et alors que les courageux étudiants s'étaient rués sur les barricades des communistes qui s'étendaient de la statue de Wellington jusqu'aux grilles du parc, on remarqua soudain la présence d'une nourrice d'un certain âge. Poussant un landau, elle attendait au coin de Constitution Hill le moment de pouvoir traverser vers le parc. Une trêve fut instituée sans retard, la brave femme et son fardeau, escortés par un étonien saignant du nez et par un communiste pourvu d'un œil au beurre noir, purent franchir les rangs silencieux des combattants et atteindre la pelouse. C'est à cet incident, qui fait honneur à tous ses protagonistes, que les lycéens imputèrent leur défaite finale, laquelle survint juste avant l'heure du déjeuner. Car ces excellents garçons, que portaient jusqu'alors le désir d'épargner aux principales traditions du pays les changements ignobles de la Révolution, se souvinrent, à la vue du bébé dans son landau, de leur enfance, point si lointaine, et de leurs parents, plus proches encore. Leur enthousiasme fut quelque peu tempéré par l'incertitude dans laquelle ils se trouvaient. Leur mère allait-elle vraiment apprécier à leur juste valeur les services qu'ils rendaient ainsi à la nation ? Quoi qu'il en soit, ils sortirent en bon ordre juste avant le déjeuner, laissant le champ libre aux communistes, lesquels, avisés, avaient apporté leur casse-croûte, friands, et pour certains goûteuses tourtes au jambon, victuailles qui leur avaient sans doute été livrées par des agitateurs étrangers. Ils ne tardèrent pas à regretter de s'être si bien nourris, la satiété amoindrissant leur résistance, car laissant les clients des grands hôtels courir seuls après leur taxi, le corps des portiers, rouge de colère, les poitrines scintillantes de médailles honorablement gagnées sur les champs de bataille, ayant de surcroît écarté de leur esprit toute pensée relative à leur mère, lesquelles n'avaient pas eu l'heureuse idée de les envoyer à Eton. Ce corps donc s'avança sur Piccadilly, où il eut au fait de mettre à mal les prétentions des communistes. Nous n'omettrons pas d'ajouter que la conduite de la police, du début à la fin des émeutes, ne reçut qu'éloge chaleureux de la commission. On lui avait donné l'ordre de ne provoquer les communistes d'aucune manière et de ne jamais paraître prendre le parti des fascistes. Sa retenue fut à cet égard admirable, sa discrétion ne peut qu'être abondamment louée. Avec elle, aucun risque de dérapage absurde, elle sut également contrôler les débordements d'une main ferme. Lorsque tous les combattants eurent été chassés de Hyde Park Corner et que les commerçants du quartier vinrent constater les dégâts, la police sur le champ les chargea, matraque au clair et en arrêta quelques-uns pour vagabondage suspect. Les émeutes commencèrent par quelques incidents le matin, qui suivit la découverte de la tête coupée dans Green Park, dont personne ne voulait croire qu'elle fût de cire. Elles durèrent 3 jours. L'objectif premier des manifestants était la maison de la duchesse de Dove, dans Grosvenor Square. Comment ces misérables s'étaient-ils mis dans la tête que la douce Mary pût être coupable de quoi que ce soit ? C'est un mystère qui restera certainement à jamais. Ce qui est sûr, c'est que les plus violents de ces individus, et ils étaient nombreux, convaincus que Jane l'éventreuse n'était couverte par les autorités que parce qu'elle se trouvait être la duchesse de Dove, avaient décidé de se faire justice eux-mêmes. La justice, ils la réclamaient à hauts cris, ils hurlaient leur haine du favoritisme, ils crachaient sur les privilèges, ils proclamèrent enfin la loi de Lynch, fondant sur Grosvenor Square en 2 colonnes distinctes, comprenant chacune des milliers d'individus, l'une se déversant dans Bruton Street et l'autre dans South Audley Street. Venant du nord, ces misérables se rendirent maîtres de Mayfair. Les forces de l'ordre, surprises, elles ne s'attendaient qu'à de probables attaques de la Chambre des députés, cherchèrent en vain à les écarter de leur cible.
Sans grande difficulté, les représentants les plus arrogants de la populace s'introduisirent dans la maison de la duchesse, ayant au préalable brisé toutes les fenêtres donnant sur le square aux accents de l'international, chantaient avec une justesse qui ne pouvait avoir qu'une seule explication. Ces hommes avaient été subornés et entraînés par des agents de l'étranger. Une fois dans la demeure de la duchesse, les émeutiers, parmi lesquels j'ai le regret de vous apprendre qu'il y avait autant de femmes que d'hommes, cassèrent tout ce qui leur tombait sous la main, avec une exhaustivité des plus déplaisantes. Il manquait tout à fait de cette retenue bonhomme qui se dégage, et comment ne pas en être fier de toutes les foules anglaises, comparées aux foules étrangères auxquelles on n'a bien sûr jamais enseigné les préceptes du fair play. C'est avec le plus grand dégoût que nous apprenons qu'ils ne respectèrent pas même l'intimité de la chambre de la duchesse, dont la salle de bain et le cabinet de toilette, si joliment meublés, attisèrent tout particulièrement l'animosité des femmes. Si Mary Dove s'était trouvée dans sa chambre à ce moment-là, son sort aurait été effroyable. Parmi les hommes, certains avaient si complètement renoncé à l'humanité qu'ils étaient venus avec des cordes pour pendre la pauvre femme à la fenêtre, sous les yeux ravis de leurs compagnons massés dans la rue. Les femmes n'étaient pas en reste pour suggérer les traitements les plus humiliants et les plus vils qu'on pût infliger à la duchesse. Il leur fallut se contenter d'outrages moins conséquents. L'objet de leur furie première, échappant à leur instinct de destruction, ils se vengèrent sur ses possessions et firent passer par les carreaux brisés tout ce qui leur tombait sous la main, manne qui pleuvait sur la foule déchaînée. De sorte que les accessoires charmants, bien qu'intimes, de cette aristocratique chambre à coucher furent livrés aux émeutiers ricanants et lubriques. La populace de ses mains rudes prit plaisir à déchirer ces délicates étoffes dans lesquelles sont toujours confectionnés les sous-vêtements d'une duchesse. Et Londres se vit infliger en plein jour le spectacle ignoble d'Anglais portant des culottes de femmes en guise de couvre-chef. Déplorable moment. Le pire était encore à venir. La foule de Grosvenor Square était si échauffée d'avoir découvert ce dont les riches couvrent leurs précieuses peaux, alors que les chiffres du chômage ne cessent de croître au fil des semaines, ou d'empirer, que sais-je, qu'ils s'attaquèrent aux autres demeures du Square et firent subir le même sort à leur contenu, si bien qu'un détachement de fascistes ayant débarqué de Carlos Place, il dut faire face à ce spectacle dégradant, comme ces femmes du commun, coiffées de peaux de chambre, de quelques-unes des plus dignes familles d'Angleterre. Voilà, donc Enfer, s'écria la duchesse, un texte assez drôle, et puis ça part sur autre chose, et ça ne finira pas là où vous l'attendez. Merci à vous tous, merci d'avoir joué le jeu. Je rappelle à ceux qui ont manqué un morceau de la soirée que les soirées de la petite édition depuis février dernier sont rediffusées sur lipfly.com, que cette soirée est organisée dans le cadre de l'opération La Voix des Indés, opération de découverte de l'édition indépendante. Là encore, je vous encourage à aller voir sur lipfly.com et sur le blog ce qu'on fait et ce qu'on propose à la lecture. Il s'agit de vous faire découvrir plein d'éditeurs très intéressants, il y en a 70. Donc allez y faire un tour. Et prochaine soirée, ce sera les éditions d'Un Noir Si Bleu, et ce sera le 29 novembre à 19h, si l'éditeur n'est pas coincé dans son train. Merci beaucoup. Merci.